il y a des flux, les flux sont entrants, ils sont positifs, il y a des flux de gérants, il y a des flux de particuliers, il y a des flux de banques centrales, et tout ça soutient le marché obligataire actuel et le marché action actuel. Et il ne suffirait en fait que d'une étincelle, d'une mauvaise nouvelle, d'un élément exogène pour changer la donne. Alors pourquoi est-ce que le Brexit n'a pas fait baisser les marchés? Pourquoi est-ce que Trump ça n'a pas fait baisser les marchés? Pourquoi est-ce que, je ne sais pas moi, il y avait eu aussi le référendum, enfin il y a différentes échéances politiques. C'est tout simplement parce que ces échéances sont connues. Un marché baisse sur un élément imprévisible, un Black Swan ou autre. Il ne baisse pas sur un élément connu. Généralement, c'est plutôt un point d'entrée intéressant quand tout le monde panique le matin même à -5 ou -7 sur des supports de moyen terme, comme on l'a vu justement avec le Brexit, où par exemple on a testé les 3009, 4000, et puis on est reparti à pleine vitesse. Donc voilà, on est dans des marchés binaires. Pour l'instant, on est sur on, tout le monde est à l'achat, les marchés montent, on nous dit que ça va être de mieux en mieux, on nous dit qu'il va y avoir une révolution technologique. On essaie de justifier au mieux cette hausse. Cette hausse est due tout simplement à une politique de taux bas et à des liquidités sur la planète qui sont énormes. Voilà. Donc je suis d'accord avec toi pour dire que les marchés américains sont potentiellement hauts. Je suis d'accord avec toi aussi pour dire qu'en attendant, pour l'instant, les marchés sont haussiers et que, avec beaucoup de prudence, on peut continuer potentiellement d'intervenir sur certains indices, sur certains secteurs, soit sur repli, soit parce qu'ils surperforment sur des accélérations, et ça peut être très intéressant, mais en général, le mot d'ordre, c'est quand même le qui-vive et la prudence. Alors on va passer plusieurs actifs en revue, et ma spécialité en fait c'est l'analyse graphique, et c'est notamment dans le but de vous montrer des zones clés de prix que nous sommes actuellement en train de travailler sur de nombreux types d'actifs. Donc je vais commencer par le S&P 500. Donc le S&P 500 est dans un bull market, tu l'as dit toi-même, nous sommes dans un magnifique bull market qui est dans sa 8e année. Or les bull markets durent entre 7 et 9 ans depuis 50 ans. Donc étant plutôt au début ou à la fin d'un cycle, nous sommes à la fin d'un cycle, ou proche de la fin d'un cycle bien évidemment. Cette phase peut durer, elle peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous connaissez peut-être les cycles psychologiques de l'investisseur. En fait, les investisseurs souvent sont très négatifs quand on est tout en bas et qu'il faut acheter, et sont très positifs quand on est tout en haut et qu'il faut plutôt vendre. Quand tu disais tout à l'heure qu'on avait les enquêtes de consommateurs, d'investisseurs, etc. qui étaient au plus haut, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'effectivement il y a un optimisme, voire une euphorie qui se déclenche sur la macroéconomie. J'ai perdu mon idée, excusez-moi. Après, au niveau du cycle économique des 8 ans, c'est vrai que depuis 50 ans, chaque fois qu'on a eu un cycle de 7 ans ou 8 ans, les marchés ont corrigé. Le problème, c'est que là, on est dans on n'a jamais, enfin, dans ces 50 années, on n'a jamais eu de politique monétaire aussi accommodante. Donc, peut-être que cette année-là, enfin, en tout cas, ce cycle de 7-9 ans, va durer un peu plus longtemps. C'est pour ça que je disais, malgré la forte valorisation des marchés actions, ce serait dangereux d'essayer de shorter le marché, donc de jouer le marché à la baisse uniquement parce qu'il vaut cher. Vendre un marché parce qu'il vaut cher, ça n'a pas de sens. Parce que si les investisseurs n'ont pas la possibilité d'avoir du rendement sur le marché obligataire, ils vont aller sur ce marché-là même s'il est cher. Et donc, statistiquement, même si depuis 50 ans, on a toujours eu ce cycle de 7-9 ans, est-ce qu'on a eu une situation identique à celle qu'on a actuellement avec des taux à zéro, ce qui était impensable il y a encore quelques années? Ben, la réponse, c'est non. Donc, on est dans quelque chose de nouveau. Et donc, il faut, comme disait Nicolas tout à l'heure, attendre l'événement, ça peut être géopolitique ou autre, qui va faire baisser les marchés. Et là, pour le coup, après, pour ceux en tout cas qui font du trading, il va y avoir des opportunités pour se positionner à la vente. Mais vendre le marché sur ces niveaux-là, on le voit à chaque fois que le marché décroche de 1 ou 2%, il repart immédiatement à la hausse. Et on a battu des records. On a eu pendant 109 jours aux États-Unis un marché qui n'a jamais perdu plus de 1%. Donc une volatilité qui était au plus bas historique. Donc méfiez-vous des statistiques qu'on prend. Il faut regarder est-ce qu'elles sont comparables avec la situation. Or là,
La situation qu'on vit actuellement n'est pas comparable aux 50 dernières années. Oui, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Vendre un marché n'est pas du tout évident, vendre une tendance haussière n'est pas forcément à faire, il faut attendre des signaux pour ce faire. On dit souvent que les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps qu'on peut avoir de l'argent sur son compte. Donc voilà, c'est très clair. De toute façon, le S&P 500 est dans un canal haussier, tant qu'il est au-dessus des 2100 points, il est dans une tendance haussière. Je trouve intéressant la théorie des héliotistes qui disent qu'un marché se développe en 5 vagues. On aurait eu une vague 1, 2, puis une troisième, quatrième, qui en fait, la quatrième, elle a duré 1 an et demi. C'était la consolidation qu'on a connue en 2015-2016. Et en fait, on serait dans une vague 5. Une vague 5 qui peut durer 1 an, comme elle peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, dépendamment des développements économiques, géopolitiques, etc. Simplement, quand on regarde le rythme de progression de l'indice S&P 500, même si on souhaite rester à l'achat, parce qu'on est positif sur le moyen long terme, peut-être qu'on peut acheter sur des cassures haussières, sortir en partie sur des niveaux techniques majeurs, puis reprendre ensuite sur des replis. Là notamment, tu vois sur le graphique du S&P 500, je montrais ce canal haussier à forte pente. On est passé très rapidement de 1800 à 2400, donc on a gagné 30% en l'espace de quelques mois, et on va dire que la zone des 2450-2500 points, qui correspond à la borne haute d'un canal, pourrait voir quelques acteurs prendre des bénéfices, et puis peut-être les vendeurs un peu sortir du bois. En tous les cas, on a bien vu effectivement que les marchés manquaient un peu d'énergie à court terme parce que Trump les a un petit peu déçus. Donc en conclusion, je suis complètement d'accord avec toi, c'est un marché haussier qui peut durer un peu plus longtemps. Simplement là, graphiquement, en données mensuelles, on approche d'objectifs techniques majeurs. Dans ces cas-là, l'acheteur qui souhaite se positionner pourra peut-être profiter d'un repli. Quant au vendeur, lui, il devra attendre très clairement un signal baissier, ne serait-ce qu'un chandelier mensuel en étoile filante, en avalement baissier, que sais-je, que l'on n'a pas vu clairement se mettre en place pour le moment. Oui, tout à l'heure, je parlais du cycle psychologique de l'investisseur. En fait, on dit que les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, se développent dans le scepticisme, puis ensuite dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie. Voilà. Et en fait, ces 3-4 derniers mois, le S&P 500, il me donnait un peu l'impression d'être euphorique. Voilà. Après, c'est un sentiment qui peut durer, effectivement, tu l'as dit toi-même, avec des taux extrêmement bas et des liquidités présentes. De toute façon, il n'y a que cette classe d'actifs sur laquelle ils peuvent se placer. Alors tu le disais très bien toi-même, on peut difficilement comparer quand même toutes ces périodes-là. Néanmoins, on peut quand même regarder certains indicateurs, notamment fondamentaux. Là, vous avez le ratio prix-EBITDA du S&P 500 en données trimestrielles depuis 1990. Donc l'EBITDA, c'est un indicateur américain qui correspond à l'EBE. L'analyse de ce ratio permet tout simplement de se rendre compte que la valorisation actuelle est très élevée, tout comme en 1999-2000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un risque asymétrique. Ça veut dire qu'on a un potentiel de baisse important et un potentiel haussier limité. Donc parce qu'on a une tendance haussière, eh bien pour l'instant c'est les acheteurs qui ont la main, mais il semblerait que plus on grimpe, en tous les cas fondamentalement parlant, plus ce risque pourrait être limité. Quant au risque baissier, il est effectivement fort, mais sans signal. Pas de signal, pas de baisse. Ça c'est le VIX, donc le Volatility Index, qui mesure les spreads des options des actions du S&P 500. S'il est communément appelé l'indice de la peur. Donc ici c'est un graphique qui revient jusqu'en 1990. Donc vous avez un graphique ici sur 30 ans, vous voyez des pics de stress, notamment pendant les crises 2000, 2008, 2010, et puis vous voyez les périodes de complaisance. Les périodes de complaisance où le VIX est extrêmement bas, autour de 10, 11, 12. Comme il l'a été en 95, en 2005-2006 et puis à l'heure actuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que les marchés sont complaisants et sont confiants, et tant que le VIX sera bas, en fait, eh bien, ça veut dire que ça ne bouge pas. Par contre, si à tout moment on devait avoir des signaux baissiers qui étaient donnés sur les indices, le VIX peut être un très bon moyen de mettre à profit la baisse d'un marché, notamment dans les accélérations, parce qu'on profite de la volatilité. En conclusion, méfions-nous de l'eau qui dort. On a des indices haussiers, des fondamentaux qui s'améliorent, mais des valorisations très élevées, une volatilité très faible. Ça veut dire qu'il y a de la complaisance, mais ça veut aussi dire qu'à tout moment, on peut avoir un pic de stress et un changement d'état d'esprit sur ces marchés. Tu as dit tout à l'heure qu'on voyait les chiffres économiques...
Je peux faire juste une parenthèse sur le VIX. Oui. Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas bien l'indice. En fait, le temps joue contre l'investisseur. Il y a un seuil plancher effectivement à 11, mais ce serait trop facile de penser qu'il suffit d'acheter maintenant avec un tout petit risque. Plus le temps passe, plus on a des roulements en fait. On a des changements d'échéance, on a des frais qui sont en place, et donc voilà. On ne peut pas être acheteur du VIX pendant un an et alors qu'il ne bouge pas, ne rien perdre. On perd de l'argent continuellement. Donc le VIX, souvent parfois, va être utilisé non pas comme un achat brut, mais comme une couverture de portefeuille par exemple. On va être à l'achat à 80% sur le marché action parce qu'on a un scénario, on a des convictions, on est confiant, mais on va avoir toujours un petit peu de VIX dans le portefeuille, comme ça si ça décale, il viendra combler comme ça cette perte sur les achats. Effectivement, parce que c'est très brusque quand ça décale. On voit que là par exemple il monte jusqu'à 40, ce qui veut dire donc une multiplication par 4 de l'investissement. Juste, Tarek, je crois que tu as récemment acheté du VIX. Je fais souvent des plans de trading sur BFM Business et j'avais recommandé d'acheter à 10,70. Il est monté après le Obamacare c'était le V-Stock à 14, donc il avait pris 40% en l'espace de 3 jours avec le décrochage du marché américain. Donc uniquement sur une baisse de presque 2,5% de l'indice américain, il est passé de 30%, de 10,70 à 14. Donc on a vraiment des sauts qui sont très importants sur le VIX. Et en 2011, c'était sur la crise de la dette européenne. En 2008, c'était les subprimes. Et en 2000, c'était les dot-com qui ont explosé. Donc dès que le marché décroche, là on a une très forte hausse. Là c'est pas 5-10%, c'est 100, 200, 300, 400% très rapidement. Et du coup là tu en es déjà sorti ou tu serais toujours acheteur de VIX? En fait c'est de conserver le VIX. Sur le VIX et VSTOXX, de profiter de tous les replis pour se mettre à l'achat. On est sur des niveaux planchers et là on n'ira pas beaucoup plus bas. Et donc c'est vraiment, on va dire, le free trade. Pour moi, c'est des niveaux, c'est comme le marché obligataire. Se mettre short sur la dette en anticipant des hausses de taux, c'est à peu près les mêmes trades que sur le VIX et le VSTOXX en se mettant à l'achat. C'est beaucoup plus simple à trader qu'essayer d'acheter ou de vendre le marché action où on est entre un marché action qui fait que monter, donc on ne sait pas si on achète le plus haut. Et en se mettant en short, comment ça monte tout le temps, on est pris à contre-pied. Alors que là, sur les indices de volatilité, on est sur vraiment des plus bas historiques. Et donc, il n'y a plus vraiment de vendeurs sur ces niveaux-là. Donc c'est un peu comme sur les indices, un risque, là c'est un gain asymétrique, risque de baisse faible et risque de hausse très élevé. Si ce n'est la valeur temps qui vient nous rogner un petit peu pour ceux qui essaient d'en tenir sur le long terme. Et ça, chez CMC, on peut trader directement le VIX? On a le VIX, on en a plusieurs et c'est en train d'être intégré au CFD limité, effectivement. Très bien. Le VIX, j'en ai parlé très souvent. En fait, j'ai utilisé le VIX dans le suivi de l'indice américain S&P 500 depuis l'élection de Donald Trump et même avant. C'est-à-dire que quand on était dans des phases de stress sur les marchés, des consolidations de 3 à 4% sur le CAC, le DAX, le S&P 500, je regardais la volatilité, le VCAC et le VIX sur les actions américaines. À partir du moment où les marchés reculaient de 2 ou 3% mais que la volatilité n'explosait pas, c'était un repli appuyé. Si la volatilité avait explosé, on aurait eu une correction, une phase baissière, un décrochage possible. Donc à chaque fois, je venais corroborer mon analyse en disant voilà, nous arrivons sur des supports, après 3% de baisse, nous avons une tendance de fond haussière, les indicateurs de volatilité ne décalent pas, donc potentiellement, le pire pourrait être derrière nous. Et c'est ce que j'ai fait comme ça, en déroulant toute la hausse. Après, on en parlera dans la partie analyse technique, mais c'était un petit peu un jeu. Depuis l'élection de Donald Trump, moi je fais une émission quotidienne, tous les jours, je disais, voilà, les marchés sont haussiers, on n'a pas de signal baissier, c'est haussier, point. Et ça, tous les jours pendant 4 mois. C'est un jeu parce que je sais que les particuliers adorent se mettre en face d'un marché haussier, et que c'est dangereux pour eux. Là, depuis une semaine, avec la cassure qu'on a eue la semaine dernière sur les S&P 500 à 2360 points, je suis un peu plus neutre, un peu plus dubitatif sur ce mouvement aussi en ligne droite. Je peux poser une question, s'il vous plaît. À la fin, mais bien évidemment. Vous l'avez dit, vous avez 10 minutes. Allez-y. Alors, comment calcule-t-on les différents VIX auxquels vous faites allusion? Il y en a plusieurs, hein. Chaque indice a son VIX.
Oui. Bon, alors comment calcule-t-on chacun de ces X? En fait, on ne va pas rentrer dans le mode de calcul là, je ne vais pas vous mettre l'équation sur la table, simplement le VCAC va correspondre à la volatilité du CAC 40. Je pense que la question c'est plutôt pourquoi il monte ou il baisse. En fait, le VIX, les variations sur le VIX vont en sens inverse de la variation de l'indice. Donc quand un indice baisse, le VIX va monter. Voilà. Non, c'est plus lequel choisir, je pense. Vous voulez jouer de la volatilité sur le marché français parce que vous avez les élections, vous n'allez pas sur le VIX qui correspond aux élections américaines, vous allez sur le VCAC par exemple, qui va correspondre à la volatilité sur l'indice CAC 40. Après, voilà, le VIX, pour moi, c'est un instrument qui vient compléter de la gestion de portefeuille, c'est quand même quelque chose d'extrêmement volatile, donc à prendre avec des pincettes, tout de même. Donc par rapport au marché américain, voilà, on en a parlé, on a dit qu'il était soutenu, qu'il était haussier, qu'il fallait tout de même faire attention. Voici le graphique du CAC 40. Le CAC 40 sur 25 ans. Et vous voyez bien qu'on a une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis les pics de 2000 à 2007 à 2014-15 et puis on arrive actuellement sur cette zone de prix. Alors bien évidemment, si je vous dis qu'on est en tendance baissière sur le CAC long terme, vous allez me dire, ben oui, mais il faut regarder le CAC GR, c'est-à-dire le CAC Gross Return avec les dividendes réinvestis. Bon, c'est pas compliqué, vous prenez le CAC GR, c'est un canal haussier magnifique, et nous sommes en haut de la borne haute également. Nous avons donc un CAC et un CAC GR, tous deux après 25% de hausse, qui atteignent des résistances historiques de prix. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas passer, ça veut simplement dire que c'est des zones de prix dans lesquelles on peut avoir des turbulences, ça veut aussi dire que si ça passe, on aurait un potentiel haussier qui pourrait s'ouvrir. Cette zone d'oblique, elle passe entre 5050 et 5100 points, je dirais.